Donc on est toujours au cœur du congrès FEPRABEL. On enregistre un nouvel épisode hors série de la franchise en prime. Et je suis vraiment très content, très heureux et je dirais même très honoré d'être avec Christophe Hamal, qui est le CEO de Baloise Belgium. Bonjour Christophe. Christophe qui vient de s'exprimer à l'occasion de la plénière. On va revenir ensemble sur peut-être l'un ou l'autre des sujets qui ont été évoqués. Mais avant tout, je ne sais pas si ça a pu être fait en plénière. Moi, j'ai quand même envie de te demander de te présenter, Christophe. Donc, qui es-tu, Christophe Hamal? Je suis Christophe. J'ai 45 ans, j'ai une fille et une femme. On habite au Verres maintenant, okay. Mais je suis né à Anvers. D'accord. Il y a très longtemps. Enfin, 45 ans du coup. Ouais. Moi, 43, donc c'est pas si grand écart. J'ai vécu un peu partout au monde. Donc j'ai grandi en Belgique, mais après j'étais en Afrique. J'ai habité au Singapour, en France, en Angleterre, donc avant de revenir en Belgique. Je suis un peu une exception dans l'assurance, dans le sens où je suis pas né dans l'assurance. Hein. D'accord. J'ai découvert l'assurance il y a 2 ans. Avant, j'étais plus côté banque et puis j'ai passé pas mal de temps dans une fintech. Une fintech, oui, j'ai vu en examinant un petit peu ton profil. Ouais. Juste avant Baloise, c'est Juste ça? avant Baloise. Juste avant Baloise. Qui était une fintech dans le portefeuille d'un fonds londonien de private equity. Donc, c'est intéressant comme environnement aussi. Et puis donc, arrivé chez Baloise en fin de l'année 2022 ou dans le courant de l'année 2022? Oui, c'est ça, il y a 2 ans. Ouais. Ok. Allez, super. Je pense qu'on pourrait faire un épisode de podcast version longue sur le petit résumé condensé de ta vie que tu viens de faire. Avec mais plaisir. Bon, on va quand même parler un peu d'assurance. On est ici au congrès FEPRABEL. Je t'ai entendu citer une statistique qui assez connu dans le monde de l'assurance, c'est la part du courtage finalement dans le volume de primes encaissées au total. Donc 53%, c'est ce que représente le courtage. Okay. Qu'est-ce qui fait que Baloise est justement du côté de ces 53% et estime que le courtage est si important dans un pays dans lequel on sait que le courtage est bien implanté et fort? C'est quoi la plus-value, s'il faut encore le répéter? Oui. Enfin, pour Baloise, c'est un peu historique aussi. Hein. Notre historique était Mercator à la base, qui était déjà une société de courtage. Et on a continué à grandir et à racheter des sociétés aussi qui étaient tous dans le courtage parce que c'était un canal qu'on aimait bien. Donc c'était déjà un peu un critère de choix de rester clairement. Voilà, les 2 dernières acquisitions qu'on avait faites, c'était Fidea et Atora. C'était aussi 2 sociétés de courtage. Et donc, pour nous, c'est assez sympa parce que c'est très proche de notre ADN. On est aussi... Baloise même est une constellation de sociétés plus petites à l'origine. Et donc, on a encore cette fibre très commerciale, très entrepreneuriale dans la société. On a grandi, donc on commence à être un grand groupe maintenant. Mais dans la culture, quand on passe dans les couloirs, on a encore ce sentiment d'être dans une entité beaucoup plus petite, beaucoup plus entrepreneuriale. Et donc, c'est fort cohérent avec la mentalité aussi dans le courtage, qui sont, finalement, c'est aussi des entrepreneurs. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus compatible avec le profil d'un courtier ou d'un bureau de courtage, même si, comme tu dis, le Baloise, c'est devenu évidemment un grand groupe, mais c'est au départ une plus petite structure et c'est d'autres structures de taille moyenne ou familiale qui se sont ajoutées, et donc on garde cet ADN. Absolument. Ok, ça je comprends bien pourquoi c'est important. Et c'est un vrai enjeu maintenant, hein, parce que du fait de grandir, il faut quand même un petit peu plus organiser, un peu plus structurer les choses, parce que sinon ça devient du chaos. Mais on veut le faire sans pour autant tuer ce côté entrepreneurial avec beaucoup de degrés de liberté pour les gens d'agir. Et donc, qui permet peut-être aussi un peu d'innovation, de flexibilité, d'agilité. Absolument. Oui, il faut trouver le bon équilibre, mais je suppose que c'est en partie le job du CEO entre justement la gestion familiale, entrepreneuriale et le fait d'être un grand groupe avec toutes les responsabilités qui vont avec. Très bien, en parlant de grandir et en parlant d'innovation surtout, inévitablement, c'est un peu le hot topic du moment. On a parlé intelligence artificielle durant la plénière.
j'aimerais pour ceux qui nous écoutent et qui n'étaient donc pas nécessairement dans cette conférence, que tu nous donnes un peu ta vision de ce que peut apporter cette intelligence artificielle. Alors on pourrait en parler des heures, mais bon, l'IA en tant que telle n'est pas neuve. L'IA générative, là par contre, c'est quelque chose de nouveau. Sauf erreur, l'aspect, je vais dire, prédictif, c'est pas non plus neuf. La conjugaison de l'aspect prédictif et du génératif, là par contre ça amène quelque chose de très puissant sans doute, mais ça peut aussi faire peur. C'est quoi un peu la vision d'une compagnie comme Baloise de l'investissement et de l'utilisation de l'outil? Je pense c'est un vaste sujet. Oui, je me rends bien compte, ma question est très large. Mais... Non, mais c'est une bonne question en même temps. Je pense je suis assez convaincu qu'on est juste au début de la vague de l'intelligence artificielle ou surtout de son application. Je pense que effectivement ça existait depuis les années 50, les premiers modèles de régression, quelque part, c'était de l'intelligence artificielle aussi. Moi, je dis parfois que même l'informatique, quelque part, c'est de l'intelligence artificielle. Mais bon, Ce qui a changé au fil des années, c'est qu'on a eu de plus en plus de capacité de stockage, de puissance de traitement, de calcul. La loi de Moore, etc. Exactement. L'accélération des processeurs. Du coup, on peut appliquer ces modèles à des bases de données beaucoup plus grandes que ce qu'on pouvait faire avant. Et puis, il y a 5-10 ans, beaucoup plus de modèles en open source. Et donc, tout d'un coup, l'intelligence artificielle sortait du domaine des universités, de la big tech. Et on pouvait juste réutiliser les modèles standards, mais c'est toujours les mêmes en business qu'on utilise. C'est les modèles de prédiction, des random forest, etc. Enfin, les classiques, c'est toujours les mêmes. Et donc, ça devenait de plus en plus facile de l'appliquer. Et donc, il fallait pas essayer de développer la dernière version d'algorithme de machine vision, par exemple. Ça, c'était toujours dans le domaine des universités. Mais pour les sociétés, pour le business, c'est pas nécessaire. On pouvait juste les prendre et les appliquer. Il ne faut pas réinventer la roue. Et on voyait que l'impact d'utiliser ces modèles prédictifs ou d'automatiser certaines décisions était gigantesque dans nos processus de gestion. Aujourd'hui, ce qu'on rajoute, c'est cette couche de IA générative qui permet d'interagir beaucoup plus facilement pour un beaucoup plus grand groupe non technique avec ces modèles prédictifs qui sont toujours sous-jacents. Oui, ils sont toujours là, mais oui. Parce que c'est plus intuitif. L'IA générative, en fait, la seule chose qu'elle fait, c'est créer du texte ou Enfin, il y a plusieurs formes maintenant, mais à la base, c'est créer du texte autour de contenu. Mais elle ne fait rien en contenu. Non. Donc, c'est surtout une technologie d'interface avec des modèles qui sont sous-jacents, mais du coup, ça permet d'ouvrir la technologie à beaucoup plus de gens sans formation technique. En interne? En interne, oui, dans la société. Partout, mais oui, c'est ça, on est d'accord. Et donc, c'est quand même... il ne faut pas le sous-estimer. Je pense que on peut un peu le comparer au moment de la popularisation de l'Internet. Oui, dans les années 90. Ça existait aussi dans les universités. Ouais. Mais tout d'un coup, il y avait le World Wide Web. On avait Alta Vista comme premier browser et Netscape aussi. The rest is history. Netscape. Et puis il y avait Amazon qui commençait à vendre ses livres à l'époque. Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire de livres en ligne? Bon, on connaît la suite. Et on peut penser qu'on est un peu à un même moment charnière aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc, ça c'est juste la technologie. Après, quand on l'applique à notre industrie d'assurance, c'est vrai qu'elle est extrêmement propice à l'utilisation. Énormément. Il y a la data. Voilà. On a plein de data, on a beaucoup de volume à processer. Quand je regarde nos équipes, en fait, il y a énormément de temps de gens qui passent à l'administration, à des tâches, franchement, qui ont faible valeur ajoutée, des décisions très simples. Et en plus, on a une population dans cette industrie, dans nos compagnies, de très haute qualité, de bonne formation, avec énormément d'expérience, très technique. C'est quand même, ça reste un métier qui est très technique. Sûr. Et donc, c'est une absurdité totale. Hein. Ces gens-là mettent 70% de leur temps dans des tâches où ils n'ont pas besoin de ces skills et de ces expériences-là. Donc,
Et en plus, ce sont des tâches qui sont facilement relativement facilement automatisables avec les technologies d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a... Et là, j'imagine que ton message n'est évidemment pas, je vais répondre à ta place à la question que j'ai même pas encore posée, mais ton message n'est évidemment pas de dire du coup, on va pouvoir remplacer ces personnes par l'IA, mais de dire elles vont pouvoir réaffecter ce temps qu'elles ne doivent plus consacrer à des tâches automatisables, des tâches répétitives, à du travail où l'humain est évidemment primordial. Ou d'avoir, par exemple, une préparation d'une décision, une proposition du modèle qui va passer chez le gestionnaire expert. C'est là où l'IA générative est quand même très intéressante. C'est les pré-mâcher le travail, c'est générer des idées, et puis après, il faut que l'humain trie, valide, infirme, etc. Un sinistre qui arrive, par exemple, chez un gestionnaire de sinistre, en fait, la plus grande partie du travail, c'est de voir si un incident est couvert ou pas. Oui, si ça rentre dans les cases ou pas. Et donc, ça veut dire il faut aller lire les clauses du contrat, voir ce qu'il y a comme inclusion, comme exclusion, et voir si le cas est exclu. Ça, c'est typiquement quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même que l'équilibre et la conjugaison, je vais dire, de l'IA générative, mais aussi de la compréhension de tout ça va permettre quand même à un moment donné d'aller dans quelque chose de très très efficace. J'aimerais aussi basculer en restant un petit peu encore dans l'IA, sans en faire le seul sujet important, mais bon, c'est assez passionnant. Le courtier, lui, il se rend bien compte que c'est important, qu'il y a un shift qui se fait, peut-être qu'il se souvient effectivement qu'il a peut-être été méfiant avec l'Internet ou au contraire enthousiaste, ça dépend un peu des personnes dans les années 90, mais que c'est quand même devenu quelque chose qui a complètement révolutionné sa manière de travailler, ne parlons que de l'email à la limite. Qu'est-ce que tu penses qu'un courtier doit avoir comme attitude aujourd'hui ? Est-ce qu'il doit se dire, de toute façon, il faut des moyens pour s'impliquer dans le développement de l'IA ou dans l'utilisation de l'IA. Donc, je laisse faire les compagnies, je laisse faire Portima et ça va, je ne vais pas dire s'imposer à moi, mais ce sera dans mes process. Ou est-ce qu'il y a quand même une attitude peut-être un peu plus proactive et de se dire, OK, je ne dois pas investir moi-même la moitié de mon chiffre d'affaires dans de l'IA, mais je dois quand même faire en sorte au moins de comprendre ou... Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que le courtier a de la chance pour commencer, parce qu'il est dans un métier qui fondamentalement n'est pas encore dans le domaine de l'IA. Il est dans le conseil, dans l'humain, dans l'accompagnement de clients. Donc beaucoup de... Il y a une partie d'expertise, certes importante, où l'IA peut jouer, mais il y a aussi une partie dans l'émotionnel, dans l'interpersonnel, etc., qui est important, et l'application de l'expertise. Donc il va chez un client, il va décider des couvertures, va éviter les doubles couvertures. Enfin, ça, c'est vraiment le vrai conseil appliqué à un cas très, très spécifique de son client. Et ça, c'est pas vraiment dans le domaine de l'IA aujourd'hui. Maintenant, dire aux courtiers qu'ils doivent pas penser à l'IA, ce serait une erreur aussi. Mais je pense que dans les processus, dans processus opérationnel, dans un bureau de courtage, il y aura des outils d'intelligence artificielle qui vont être introduits. Les outils mainstream déjà, du Copilot, du ChatGPT, ça à un moment donné, il doit pouvoir intégrer dans ses flux opérationnels. Pour aussi mieux comprendre peut-être ce qui se passe et quand même pour automatiser. En fait, finalement, on revient à la notion d'entrepreneur, comme n'importe quel autre entrepreneur ou PME. Mais avec la chance, je réutilise ton mot, que la compagnie avec laquelle il travaille fait le travail nécessaire aussi d'implanter vraiment des outils prédictifs de gestion de données, de prédiction de sinistres peut-être, de prévention. Enfin, il y a tellement de travail. Ce sera plus des côtés des compagnies. Je suis d'accord. Okay. Super. Moi, j'aimerais quand même bien savoir ce que fait Christophe Amal quand il ne dirige pas une compagnie d'assurance. Alors, je ne te demande pas d'entrer dans tous les détails, mais est-ce qu'on a le temps d'avoir un peu de loisirs ? Tu m'as dit que tu as une fille. J'espère que tu peux t'impliquer suffisamment à ton goût. C'est quoi les activités, les loisirs, les passions de Christophe ? La famille, évidemment. À quel âge ta fille ? Elle a 6 ans. Okay. Donc c'est un âge tout sympa. Donc la famille, j'y tiens. J'essaye de quand même avoir quelques jours par semaine où je peux la déposer, par exemple, à l'école ou
Ça compte, hein. Ça compte, Ouais, oui, c'est sûr. C'est surtout ces petits moments qui sont précieux. Précieux. Sinon, j'aime bien le sport. Je me suis mis à courir il y a 2 ans parce qu'on a repris le sponsoring des Antwerp 10 Miles. Ok. Donc, avant, je faisais beaucoup plus de vélo. Maintenant, je cours un peu plus. Vélo de route? Courte? VTT aussi, plus, un peu les deux. Ouais, d'accord. Donc, mais maintenant, je cours. Ça, on reconnaît le côté aventurier de l'homme qui a beaucoup voyagé, à mon avis. Un peu, oui. Un peu. Ah, tu cours. Aussi sport montagne, mais bon, ça c'est saison, enfin des choses. J'aime bien les sports à l'extérieur. Des trails en montagne, non, des plutôt randonnées et autres. Ouais, randonnée, ski randonnée. Pas encore l'UTMB, quoi. Pas non, encore, non. Non. D'accord, ça viendra. Il faudra un peu plus de temps pour s'entraîner. C'est ça. Et sinon, je pilote aussi. Voiture? Rallye? Non, avion. Avion, ok, d'accord. Allez, super. Quel type d'avion alors? C'est des. En général, c'est des 6 places. Génial. Des petits avions, ouais. Ah, parfait. Bon à savoir. C'est encore un souvenir de l'Afrique. Si un jour je suis fort en retard pour mon départ en vacances, je sais que je peux toujours te passer un coup de fil. Ouais. Ah mais super. Dans le podcast de la franchise en prime que j'anime, il y a une question que je pose toujours à mes invités. Je t'explique. Je suis quand même assez curieux. J'aime bien apprendre beaucoup de choses, mais dans notre société qui va vite, qui va toujours plus vite et dans laquelle, notamment avec les outils digitaux, on a accès à une information presque infinie, j'ai du mal à réussir à absorber l'info que je veux, donc je mets beaucoup de choses de côté. Je suis abonné à des tas de newsletters, j'ai des livres, enfin bon, tu peux imaginer. Est-ce que peut-être tu as une solution miracle de ton côté et comment fais-tu pour toi qui dois aussi te tenir informé inévitablement, non seulement sur le plan professionnel, mais j'imagine aussi au niveau de ta curiosité personnelle. Est-ce que tu as des secrets, des tuyaux à me donner pour des tips pour m'aider à me discipliner et à réussir à consommer l'information que je veux? Non, c'est très difficile et c'est aussi un sujet pour moi. Je suis aussi très curieux par nature et des choses que moi je fais, c'est par exemple j'ai une règle que je suis toujours inscrite à une formation en ligne, toujours. Quoi, par semaine, par mois? Non, mais il y en a toujours une qui est en cours. Il y en a une qui est prévue. Okay. Et donc ah oui, non, les sites comme les Udemy ou oui, voilà. Ouais, je vois très bien. Ouais, ok. Coursera, des choses comme ça. Ouais, c'est bien ça. Donc ça j'aime bien parce que ça permet d'aller quand même un tout petit peu plus en profondeur sur certains sujets passionnants. À un rythme qui... Tu arrives... Je vais faire ma confession. Donc moi, je m'inscris souvent aussi à des formations type MOOC. Je me discipline 1 ou 2 séances parce que tu as un rythme à suivre souvent. Ouais. J'ai quand même du mal à respecter. Donc parfois, je suis hors délai et je dois recommencer ou des choses. Non, toi, ça va, en général, je prends des choses qui n'ont pas de cadence fixe. Mais il faut toujours aller jusqu'à la fin. Ça, c'est assez sûr. Bon, ça fait partie de... Mais c'est vrai que c'est un défi aujourd'hui. C'est un défi. De réussir à caser ça de manière disciplinée. Ouais, tout à fait. On reste un peu dans le domaine de... Une autre astuce, c'est de ne pas perdre trop de temps dans les nouvelles de tous les jours. Moi, je trouve que il y a très, très, très peu de valeur dans les journaux, dans les quotidiens. C'est toujours la fantaisie du jour. Je comprends très bien ce que tu veux dire et j'ai l'impression que c'est le tout début, mais que l'IA générative dont on a parlé va pas aider. Non, ça va pas aider. Surtout sur les sites 100% en ligne, où on va commencer à avoir du contenu généré au départ d'un autre contenu qui va être dupliqué. Enfin voilà. Donc je suis assez d'accord avec toi que le contenu vraiment original, voilà. Maintenant, il y a quand même des sujets sur lesquels on va absolument se tenir informé. Donc, mais je suis d'accord. On est alignés sur les 2 points, donc c'est très bien. On reste un peu dans le domaine je vais dire, des ressources et de la documentation. Est-ce que tu aurais, c'est aussi une question récurrente du podcast, un livre, un film, un documentaire ou une ressource quelconque, pourquoi pas un cycle de formation sur Coursera, Udemy ou un autre, à conseiller, quelque chose qui t'a plu, qui a... Récemment, j'ai relu un vieux livre, Dune, de Herbert. Qui est revenu au cœur de l'actualité. Oui, c'est ça. Ouais. Et je l'avais lu il y a longtemps. Ok. Et avec la sortie des films, fatalement. je me disais c'est le moment de les relire. Donc, tiens. Pour ceux qui n'ont pas encore lu,
ça vaut vraiment la peine de relire aujourd'hui parce que c'est toujours d'une actualité impressionnante. J'ai joué, j'ai regardé le film, mais j'ai pas encore lu le livre, donc voilà, je vais essayer je vais suivre ton conseil et je vais me plonger dedans. J'ai une toute dernière question avant de te libérer. Est-ce que tu aurais un invité à me suggérer pour un prochain épisode de la franchise en prime dans le monde de l'assurance, au sein de Baloise ou extérieur, quelqu'un qui pourrait peut-être justement satisfaire un peu ma curiosité et celle des auditeurs qui écoutent le podcast? Alors, je vais mettre la barre assez haute. Donc, c'est un peu un défi. Mais quelqu'un que je trouve très impressionnant, c'est Félix Van der Made, un des fondateurs de Colibra. De Colibra, ok. C'était quand même un de nos premiers licornes en Belgique. En Belgique, ouais. C'est quelqu'un avec de très très inspirant. Malheureusement, il vit à New York, donc à New York. il passe de temps en temps en Belgique. Bon, ben s'il dit oui et que je suis obligé de faire le déplacement, bon ben on ira jusque là. J'emmènerai ma compagne et ce sera une belle excuse pour traverser l'Atlantique. Exactement. Ah ben écoute, c'est un beau défi, un beau challenge. Effectivement, j'imagine déjà les questions que je pourrais lui poser. Le fait de l'inviter de ta part, j'espère que ça me donne un petit peu plus de chance qu'il accepte de venir discuter avec moi ou de me recevoir. On verra. Mais voilà. Encore Christophe, un tout grand merci. C'était vraiment court mais passionnant de discuter avec toi. Merci beaucoup pour le temps précieux que tu as bien voulu nous accorder. Avec beaucoup de plaisir. Merci encore. Bonne journée. Bonne journée.